pas l'ordre. Saint-Nazaire, par ordre de livraison. Saint-Nazaire, Sénart, puis partout. Ok. Bonjour, rebonjour à tous. On va bientôt démarrer la conférence qui va clôturer ce troisième forum Materials and Light et donc qui va porter sur l'aspect lumière, sachant que jusqu'à maintenant nous avons parlé de matériaux, voire de dématérialité hier soir quand nous avons abordé la question du BIM. Aujourd'hui on va parler de la lumière, comment la lumière révèle l'architecture, révèle les matériaux. Pour aborder le sujet, nous aurons pour inviter la chance d'avoir parmi nous Hervé Audibert, qui, en s'appuyant sur 3 projets, essentiellement parmi toutes les réalisations qu'il a pu faire, que ce soit en urbanisme ou en scénographie, va nous détailler sa démarche et son parcours d'une manière peut-être plus narrative et moins technique par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui. Et qui donnera lieu certainement à un question-réponse. Autant en profiter, nous aurons le temps pour clôturer cette journée. Voilà, donc je vais donner la parole à Hervé et profitez-en. Voilà. Bonjour. Voilà, donc effectivement, moi je suis concepteur lumière. Mon trajet est passé par le théâtre, de longues années de théâtre. C'est-à-dire j'ai fait à peu près la lumière de 300 spectacles en l'espace de 30 ans, en ayant fait des études théâtrales. Et dans les années 90, j'ai eu très envie d'intervenir dans l'espace architectural, au sens large. C'est-à-dire qu'on intervient à toutes les échelles, du musée, c'est-à-dire de la vitrine des musées, jusqu'à l'espace urbain, en ayant réalisé par exemple la ville du Havre ou le front de mer à Marseille. Donc moi j'ai une approche de la lumière qui est liée au sens, c'est-à-dire que je travaillais avec des scénographes qui étaient des peintres, Titina Mazzelli, Gilles Ayot, le fils de l'architecte de la Défense. Et ce sont des gens avec qui il était hors de question d'allumer un projecteur de manière fonctionnelle et exclusive. C'est-à-dire qu'on était dans un espace collégial, un metteur en scène qui s'entoure de toutes sortes de corps de métier et l'ensemble converge vers un spectacle qu'on présente le jour de la première. Et chacun des intervenants était un langage supplémentaire et donc complémentaire. C'est-à-dire qu'on avait un fil rouge qui était le texte et chacun convergeait dans sa propre expression pour illustrer, enfin pour raconter ce texte. Donc moi je suis arrivé dans l'espace architectural, allez-y je vous en prie. Moi je suis arrivé dans l'histoire de l'architecture avec cette culture-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment je n'ai fait ni même réfléchi à la lumière de manière fonctionnelle, mais j'ai toujours eu pour préoccupation d'apporter du sens à l'intervention dans tous les domaines dans lesquels je suis intervenu, comme je vous l'expliquais là. Et il m'a fallu pour ça réussir à rencontrer des architectes qui étaient sensibles à ce discours, ce qui n'est pas une évidence. C'est-à-dire que, comme des metteurs en scène de théâtre, il y en a qui ne sont pas sensibles à l'aspect de la lumière. Donc, quand j'ai réussi à trouver une complicité avec certains architectes, on est parti ensemble sur des expressions très libres. Alors là, je vais vous montrer 3 exemples de réalisations qu'on a faites ces dernières années, qui sont pour 2 sur des théâtres, et pour un autre, c'est un musée. Ce sont donc des architectes avec qui j'ai travaillé de manière intime, dans le sens on était dans une grande complicité.
Et le premier espace que je vais vous montrer, c'est Karine, dont le nom... Karine Hermann, voilà, je la connais sous le nom de Karine. Donc voilà, Karine Hermann, qui est l'architecte du bâtiment et qui, elle, avait une volonté de faire de sa façade. Alors là, on va parler principalement façade, hein, c'est-à-dire perception de l'espace du bâtiment la nuit. Karine voulait faire de sa façade une dentelle. Et elle a fait d'ailleurs toutes sortes de modénatures avec des sculptures dans le voile béton lui-même qui sont vraiment une vraie réussite, une vraie galère technique parce que ça engendre évidemment plein de choses, mais visuellement ça fonctionne très bien. Moi, il me semblait important d'apporter dans ce contexte-là une dimension à l'enseigne. Enfin, voilà, c'est une chose qui vient définir le bâtiment dans l'espace urbain à Saint-Nazaire. Et je travaille, moi, personnellement, beaucoup sur la notion sur la perception de l'anamorphose. C'est-à-dire qu'on a un point de vue spécifique qui permet de lire l'espace de manière spécifique. Donc, j'ai expliqué à Karine que pour moi, le théâtre, c'était une convergence de points de vue. Et je suis parti de l'idée qu'on avait des points lumineux qui étaient disséminés sur la façade. Et ces points lumineux convergeaient à l'image, par exemple, d'insectes comme des fourmis, et venaient former le mot théâtre. Donc, la façade entière est constellée de points lumineux. Et ces points lumineux viennent former le mot théâtre. Et le mot théâtre est une anamorphose, c'est-à-dire que quand on en a une lecture transversale, enfin de côté, on aperçoit un amas de points lumineux. Et la lecture du mot théâtre ne se fait que quand on est dans la face. Donc il y a une dimension ludique, moi, qui m'intéresse beaucoup aussi, parce que le spectateur, qui en l'occurrence là est un simple piéton, peut s'amuser de ce genre de choses. Alors, on est là dans une façade béton. Alors, on va aborder les choses de manière différente dans les trois cas. C'est-à-dire, il y a une autre façade qui est le métallique et une troisième qui est de verre. Et qui sont chacun des matériaux sur lesquels on ne peut pas intervenir de la même façon. C'est-à-dire que le béton a une... moi, j'ai pas du tout envie, si vous voulez, d'une manière générale, de plagier le soleil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à apporter une dimension nocturne à l'espace ou au bâtiment qui est spécifique. Donc, je ne cherche pas à éclairer le béton en le rasant, je ne cherche pas à illustrer un propos qui existe déjà, parce qu'à un moment donné, Karine voulait que je vienne éclairer les petites sculptures de béton, et ça ne m'intéressait pas vraiment, puisque c'était une chose qui existait très bien dans la vision diurne, et que la lumière nocturne n'apportait pas de dimension particulière. Voilà. Donc, le béton, je suis venu, moi, me plaquer dessus et raconter une histoire particulière. Et donc, voilà, ça c'est un zoom de la même façade, avec, on aperçoit ici les points lumineux. Alors, je vous passe les détails de la difficulté de venir alimenter ces points lumineux en perçant la façade et donc l'étanchéité, etc. Enfin, tout ça, c'est techniquement assez contraignant. Mais on arrive quand même, parce qu'évidemment, il n'était pas question de voir courir les fils électriques, etc. Bon. Et tout ça, c'est un travail qu'on a fait en complicité avec, comment il s'appelle, Ludovic Valogne, qui est l'autobus impérial qui fait, lui, de la signalétique. Et voilà, parce qu'à l'intérieur, donc voilà, vous avez là le détail des points lumineux qui sont agglomérés de manière un petit peu anarchique, et ce qui fait qu'on en a une vision lisible que de face.
Et on a reproduit ces choses-là à l'intérieur du bâtiment aussi. C'est-à-dire que toute la signalétique du bâtiment est constituée de ce même principe. Donc on a une espèce de lecture comme ça globale du travail lumière sur ce bâtiment qui donne une unité supplémentaire à l'espace architectural. Voilà une vision de nuit. Donc, comme je vous le disais, on a des points lumineux qui sont disséminés un peu partout et qui viennent signaler la présence du théâtre. Parce que là, on est à proximité on est à Saint-Nazaire, pas loin du... je ne sais pas comment appeler ça, mais le hangar, le truc qui protégeait les sous-marins nazis pendant la guerre, qui sont des constructions gigantesques en béton. Bref, on est dans une architecture assez brutale. Et ces points lumineux viennent donner un peu de légèreté dans cet univers, quoi. Là, on est c'est le théâtre de Sénart, une réalisation de Schex et Morel, qui sont des gens que je connais depuis longtemps et avec qui on a aussi une complicité assez grande. Et Schex, enfin c'est Philippe en particulier qui était présent sur ce projet, m'a montré ce bâtiment en me disant voilà l'aspect qu'il a. Et on a travaillé ensemble. Disons qu'on a là, un théâtre est un espace très particulier dans la mesure où on a ce qu'on appelle la cage de scène, qui est une chose qui développe une hauteur très grande pour pouvoir faire disparaître sur scène les décors dans les hauteurs, tout ça. Donc on a des contraintes de hauteur de bâtiment. Et Philippe a habillé ces contraintes en dessinant autour une silhouette métallique très importante, très volumineuse. Et il me semblait, moi, intéressant de pouvoir alléger, voire même de la rendre transparente, cette structure. Donc on a travaillé ensemble. Il a fait un parement qui sont des cassettes en alu, je crois. Alu ou inox, je ne suis pas sûr. Et ces cassettes, je lui ai demandé de pouvoir les percer. C'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble sur des percements, des dimensions de percement, avec les contraintes, là aussi, dont je vous passe les détails, mais que les petits oiseaux puissent passer, etc., etc. Enfin, vraiment un truc qu'il a fallu mettre au point qui était assez délicat. Et le fait que toute cette enveloppe est un parement, on a derrière ce qu'on appelle le pare-pluie qui rend l'étanchéité au bâtiment, qui est distante d'à peu près 60 cm du parement métallique. Donc j'ai pu équiper l'arrière de ces caissettes sur la structure porteuse qu'on aperçoit là, qui reprend la modénature des panneaux eux-mêmes. J'ai équipé ça de LED. Alors des LED qui sont ce qu'on appelle des guirlandes de LED, qui sont des guirlandes de pixels. C'est-à-dire qu'une guirlande de LED est constituée de 50 pixels qui sont adressables au même titre qu'un écran vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, c'est un écran vidéo, mais en guirlande. Donc on peut coupler des guirlandes, on peut... Voilà. Bon, là pareil, je vous passe les détails, mais mon projet était celui-là. Donc, avec les guirlandes de LED qui sont disposées derrière le parement, qui éclairent le pare-pluie, 60 cm, j'envoie des images de nuages. Et donc, on a un ciel nuageux qui traverse le bâtiment de part en part et qui le rend absolument, autant dans la journée, il est massif, il est vraiment important, autant dans la nuit, il devient une chose absolument fragile et extrêmement légère. Voilà. Et ça, c'est un dialogue que j'ai eu avec Philippe Schex sur ce problème-là. Et lui était très, très séduit par le fait de pouvoir alléger cette masse de manière artificielle, magique. Voilà. Alors, on a... tout ça, c'est des installations qui sont assez simples, je veux dire, techniquement. Ça, par exemple, c'est des coûts qui sont extrêmement réduits. Le bâtiment est immense.
la réalisation de cette mise en lumière de la façade, il y en avait pour 30 000 euros. C'est-à-dire, l'échelle, elle n'est pas du tout en rapport avec le bâtiment. Je veux dire par là qu'on peut avoir une économie de l'effet lumineux avec une connaissance des moyens à mettre en œuvre qui peut être vraiment magique. Voilà. Donc voilà les différents percements dont je vous parle. Et là, on a les nuances de couleurs qui sont en fait les nuances des nuages qui passent sur un fond de ciel bleu. Alors on a, si vous voulez, je ne sais pas comment définir ça. Moi, j'ai du mal à appeler ça de l'art, parce que ce n'est pas comme ça que je me situe, en tout cas pas dans ce travail-là. Mais il y a néanmoins un caractère fort que je voudrais réussir à conserver et à faire valoir. C'est-à-dire que l'idée du ciel qui traverse la chose, ce n'est pas par hasard. Et j'ai reçu ce matin même un mail du directeur du théâtre qui me dit que le bâtiment d'à côté a de la lumière bleue aussi, et donc il voudrait qu'on mette du rouge dans son bâtiment. Voilà. Donc si vous voulez, on a là la limite de l'exercice, qui est que les gens assimilent la lumière à de la signalétique, à un espace, je ne sais pas quoi, en faire une enseigne lumineuse. Or, moi, je me bats beaucoup contre ça, parce que je trouve que dans l'espace public tel qu'on le connaît aujourd'hui, on a une terrible inflation de signes lumineux qui détruisent complètement l'espace urbain. Voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se battre de manière importante, quoi. Bon, voilà le bâtiment. Vous voyez, c'est vraiment un bâtiment extrêmement imposant dans ses dimensions et dans le traitement des volumes. Et donc là, on aperçoit ici des assombrissements, mais qui en fait ne sont pas des percements. En fait, ici, ce sont juste des reliefs dans la façade, mais qui ne sont pas percés. Voilà le bâtiment. Et moi, ça, c'est un projet que j'aime beaucoup. En plus, ça se passe à Sénart, dans un espace très abstrait, c'est-à-dire on est au milieu de nulle part. On n'a pas de piétons. C'est un espace urbain qui a été dessiné comme ça de manière très, je trouve, moi, un peu violente. C'est-à-dire on a transformé des champs en espace urbain. Bon. Et donc on a ce bâtiment-là qui est au milieu de la campagne. Enfin, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, autour, il n'y a presque rien de construit encore. Ça va venir, hein, mais pour l'instant, on est dans un désert. Et de ça, on le voit de loin, quoi. Et c'est vraiment, vraiment une vision que moi, je trouve extrêmement poétique et surprenante, quoi. Voilà, donc... Alors, ici, on est à Tartu. C'est le musée national de l'Estonie, dont j'ai conçu la lumière avec nos amis DGT, qui sont trois jeunes architectes, Dan Dorel, Lina Gottme et Tsuyoshi Tan, qui étaient trois chefs de projet chez Nouvelle, à Londres, je crois, qui travaillaient pour Nouvelle, et ils ont eu vent de ce concours, qui était un concours international. Et eux étaient en cohabitation, enfin en colocation à Londres dans un appartement, et le soir, ils ont travaillé sur ce concours, sur la table de la cuisine en rentrant à la maison le soir, et ils ont gagné le concours. Et le fait d'avoir remporté ce concours leur a permis de monter l'agence à Paris, etc. Donc déjà, l'histoire en soi, moi, je la trouve assez magique. Enfin, moi, je la trouve très belle. Donc ils m'ont appelé parce que, ma foi, ils ne connaissaient pas grand monde dans cet univers. Et puis, ils ont débarqué comme ça. Et ils m'ont dit, bon voilà, on vient de remporter ce concours. Alors, c'est le concours, c'est le musée national de l'Estonie. La culture estonienne, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas un potentiel, il n'y a pas beaucoup de choses historiques à en raconter de l'Estonie dans l'état actuel des choses.
C'est-à-dire que c'est un pays qui a été extrait du bloc soviétique à la chute du mur de Berlin et qui, ma foi, se fait une identité petit à petit, et d'où ce musée. Et un des aspects patrimoniaux les plus emblématiques du pays, c'est la piste d'atterrissage, qui est une piste de 70 mètres de large sur je ne sais combien de kilomètres, qui était destinée à recevoir les gros porteurs du bloc soviétique le jour où ils voudraient envahir l'Ouest. Donc c'est un espace pareil, fait en béton, indestructible, etc. Et ils sont venus inscrire le bâtiment dans le prolongement de cette piste d'atterrissage. C'est-à-dire que là, on a la largeur, ça fait 70 mètres, et c'est la largeur de la piste d'atterrissage. Donc ils ont inscrit, voilà le bâtiment, donc la piste d'atterrissage, elle est là, elle finit là, et ils sont venus inscrire ce bâtiment, et évidemment l'allégorie, c'est de faire redécoller l'Estonie. Bon, ça marche tout seul, ça ne mange pas de pain. Voilà, donc là, on est dans une façade en verre. Hein. Autant, bon, donc je vous disais, la première façade béton, la seconde métal, mais on peut travailler la transparence ou en tout cas la dentelle. Le troisième, le verre. Alors le verre, évidemment, on a des contraintes très particulières parce que c'est un miroir. Donc pour lui donner une profondeur, il faut l'éclairer en transparence. Donc j'ai travaillé avec eux sur... on a là en fait une double peau, c'est-à-dire on a la peau béton qui est, je crois, à 1,20 m derrière la paroi verre. Et la paroi de verre, on a travaillé ensemble sur un graphisme dont ils ont habillé le verre, enfin qu'ils ont dessiné sur le verre. Donc moi, j'ai intégré des sources de lumière hautes et basses qui viennent éclairer l'épaisseur de l'espace et mettre le verre en contre-jour en éclairant le mur derrière, quoi. Voilà. Bon, c'est, vous voyez, c'est un bâtiment qui fait, je ne sais plus combien, 300 mètres de long, je crois. Hein, c'est ça, 300 mètres. Et 70 mètres de large. Enfin, je veux dire, c'est un objet pareil, qui est au milieu de nulle part. Tartou, c'est à 2 heures de route de la capitale. On part et on arrive, il n'y a que la piste d'atterrissage. Il n'y a pas un bâtiment alentour, il n'y a rien. Donc, on est... Pareil, on est dans un espace complètement abstrait et soudain, on a cette espèce d'épée comme ça qui traverse le paysage et qui est extraordinaire. C'est une sensation architecturale que j'ai rarement ressentie, quoi. Voilà, et donc, ma foi, la lumière, évidemment, elle est imposante, mais elle est vraiment un petit trait qui vient souligner l'architecture qui est déjà forte en elle-même, quoi. Ça, c'est donc le porte-à-faux dont je vous parle, qui fait 70 mètres de large. Et on a l'entrée du musée là au fond, donc comme dans on est dans une espèce d'entonnoir qui vient pénétrer dans ce bâtiment. Avec la double peau, là on aperçoit un peu le graphisme dont je vous parlais sur le verre. Et voilà. Et ça, c'est une... On aperçoit des transparences, c'est du métal perforé que j'ai éclairé du sol. Bon, c'est pas une idée extraordinaire, mais l'effet fonctionne très bien. Alors ça, c'est l'intérieur du bâtiment. Donc là, on est dans des espaces qui sont tous très grands, parce qu'ils ont inscrit le bâtiment dans la piste d'atterrissage, mais également dans sa hauteur. Et donc, on a la hauteur intérieure du bâtiment est de l'ordre de 9 mètres. C'est-à-dire les plafonds sont très hauts et les salles sont vraiment... enfin, c'est une dimension, moi, qui me touche beaucoup. Enfin, je veux dire que c'est des sensations qu'on ressent architecturales très fortes. Alors, il y a des espaces dans lesquels il était nécessaire quand même de restituer une dimension, disons, humaine, en l'occurrence le restaurant. Et on a dessiné à l'atelier des sources de lumière qui sont suspendues à des tiges de 5 mètres et qui viennent pratiquement refaire un plafond artificiel lumineux qui viennent redonner une hauteur compatible avec l'usage de la salle. Voilà. Donc on a cette sensation avec la démultiplication liée à la paroi de verre qui, de nuit, évidemment, en intérieur, fonctionne comme un miroir puisque derrière, il fait sombre, quoi.
voilà la hauteur des espaces auxquels on est confronté. Et toute la mise en lumière de cet espace, je l'ai imaginé en n'éclairant que le contenu. C'est-à-dire, je n'ai voulu éclairer que les murs et pas le sol, de manière à révéler l'espace et pas du tout le contenant. Le contenant et pas le contenu. Je me trompe souvent. Enfin voilà, si vous voulez, on redessine l'espace en mettant en valeur les contours, quoi. Avec des sources de lumière, et qui, je crois, étaient des sources Targetti. Alors, c'est un pays des blocs de l'Est, hein. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai été confronté à des choses qui... Je ne parle pas un anglais de manière extraordinaire, et à 8 heures du matin, il a fallu que je fasse une conférence devant 20 personnes qui étaient des gens qui parlaient moins bien anglais que moi, le tout dans la neige. Enfin, c'était assez impressionnant. Et on était dans un système de fonctionnement où il n'y avait pas de responsable. La hiérarchie était absolument insondable et personne ne prenait jamais de décision. C'est-à-dire que quand on avait des revendications, enfin des précisions à avoir sur la manière de travailler là-bas, on nous disait toujours donnez-nous votre question, on va poser la question. Voilà. Bref, on était dans le système soviétique, mais post-soviétique, et qui était néanmoins resté sans fond. Et donc, on se retrouvait avec des façons de bosser qui étaient très, très difficiles. Donc, par exemple, le matériel que j'ai prescrit, je ne sais pas si c'est le matériel qui est aujourd'hui sur le chantier. Enfin, sur le chantier, sur le bâtiment. Donc, l'effet final correspond à ce que j'avais prescrit. Mais à un moment donné, on s'est emparé des documents d'études que j'ai produits, et on ne m'a plus parlé pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, je suis retourné, les choses étaient faites, les marchés étaient passés, mais je n'avais pas du tout participé au choix des choses. Donc voilà, je ne sais pas du tout... évidemment, je ne suis pas monté à une échelle pour voir ce qu'il y avait là-haut, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du... Merci beaucoup pour cette présentation qui était très belle, je trouve. J'espère qu'elle vous a donné envie déjà d'aller voir ces projets, de les découvrir. Peut-être que vous en avez déjà découvert si vous vous promenez à Marseille ou au Havre, si vous avez vu l'exposition sur les Dogons, par exemple au Quai Branly, si vous avez vu l'expo sur David Bowie à la Philharmonie, c'était Hervé qui avait fait la mise en lumière. Donc vous aurez certainement aussi à l'avenir l'occasion de recroiser son travail, peut-être sans le savoir, mais on espère qu'une conférence comme celle-ci vous amène à porter un regard aussi différent sur le travail de concepteur lumière et sur l'architecture, comment la manière dont elle peut être révélée avec des solutions qui ne sont pas des recettes toutes faites, mais des attentions particulières. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au travail d'Hervé ? Bonjour. Je voulais savoir comment vous travaillez avec les architectes. Est-ce que c'est vous qui proposez le graphisme de lumière, ou est-ce que ce sont les architectes qui vous proposent leur calpinage, par exemple, pour la position des lumières ? Alors, a priori, on propose des choses, c'est-à-dire que un des intérêts, je trouve, de la collaboration qu'on peut avoir avec des architectes, c'est de pouvoir leur suggérer des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, parce qu'ils n'ont pas la technicité, ils n'ont pas le savoir qu'on a, nous, dans la fréquentation comme ça quotidienne du matériel et des idées qu'on essaye de mettre en valeur. Donc, comment dire, il nous confie le bébé. Et à partir de là, nous, on fait des suggestions, on réfléchit en interne, on essaye d'imaginer ce qu'on peut en faire, et on formalise les choses à travers des images de synthèse qu'on soumet à l'architecte. Et à partir de là, s'établit un dialogue qui nous dit oui, non, on peut partir dans cette direction ou pas. Mais c'est bien ça qui fait l'intérêt du travail. C'est-à-dire qu'on est un langage et une voix supplémentaire dans son travail. Et voilà, on apporte une dimension à laquelle lui n'aurait jamais songé. Par exemple, je repense à le Centre national de la danse qui a été couronné de l'équerre d'argent en 2004, donc ça remonte quand même il y a quelques années, mais le bâtiment était un bâtiment de Calice, qui était un bâtiment en béton
brutaliste, enfin, moi que j'aime beaucoup à Pantin. Antoinette Robin et Claire Guiès ont remis en valeur, en état la façade et ont restructuré l'intérieur avec toutes les salles de spectacle, etc., de danse. Et la lumière a apporté une dimension auquel elles n'avaient jamais songé. C'est-à-dire que l'idée a été de modifier la lumière interne, c'est-à-dire de ne pas éclairer de l'extérieur du tout du bâtiment, mais de travailler que en contre-jour, c'est-à-dire l'intérieur. Et chacun des studios de danse était éclairé en blanc de manière standard pour que les gens puissent y travailler. Et quand les gens, quand ils quittaient le bâtiment, la salle, en tournant l'interrupteur, ils allumaient un néon, parce que c'était du néon à l'époque, de couleur. Et ainsi, chaque fois que le bâtiment était abandonné par quelqu'un, chaque pièce prenait une couleur différente. Et donc, plus le bâtiment était vide, plus il était coloré. Voilà. Et cette idée-là, qui est assez banale dans l'espace théâtral, enfin, c'est des choses auxquelles on peut penser assez facilement, eh bien, les architectes n'y avaient jamais pensé. Et j'ai évidemment dû me battre comme un diable avec le ministère de la Culture parce qu'ils ne voulaient pas ça, parce que si, parce que ça. Enfin bon, après, il y a tous les combats internes qu'on connaît et qu'il faut réussir à remporter pour vendre une idée. Même si on se dit, mince, j'ai tellement de gens qui ne sont pas d'accord, peut-être que l'idée n'est pas bonne. Donc les doutes sont terribles. Et puis on résiste, et puis finalement ça marche quand même, quoi. Mais enfin voilà, si vous voulez, on apporte une dimension à l'espace qui, a priori, l'architecte maîtrise parfaitement l'aspect diurne. L'aspect nocturne, je pense qu'il ne faut pas qu'il le maîtrise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse le confier à quelqu'un qui donne une dimension supplémentaire à son travail. Enfin, moi, je sais que j'interviens beaucoup dans les écoles d'architecture, pas mal en France en tout cas, et en 5e année, ils n'ont jamais entendu parler de lumière. Ah oui, mais ça n'appartient pas à la culture architecturale. Et moi, je m'en porte très bien. Hein. Pardon ? Oui, bien sûr. Oui. Mais comme au théâtre. Je veux dire, la lumière sur un plateau de théâtre, c'est une dimension poétique supplémentaire. Le décor, si on l'éclaire en lumière de service, il n'a pas le même aspect que si on vient révéler un détail ou l'autre. Voilà, et l'architecture, c'est la même chose. D'autant que le soleil fait très bien ce travail. Hein. Enfin, je veux dire, si c'est pour le révéler dans son ampleur, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Enfin bon, à l'image de ce que je vous ai montré là, de ce qu'on a réussi à réaliser, quoi. Oui, dans le cadre du Grand Paris sur les gares futures, je sais que certains architectes ont fait appel à des artistes et qui ont fait aussi appel effectivement à des œuvres aussi de lumière. Est-ce que vous avez participé dans quel... Alors, j'ai pas eu la chance d'être dans des équipes qui gagnent. Je sais pas, voilà. Mais c'est dans le sens où c'est devenu, pour les gens qui passent aussi, qui voient cette façade, de permettre aussi d'avoir une œuvre aussi de lumière. Ah bah bien sûr. Et on fait plus appel à un artiste à ce moment-là, peut-être qu'un... Alors, si vous voulez, justement, la frontière est très ténue. Oui. C'est-à-dire que nous-mêmes intervenons aussi dans le domaine artistique, c'est-à-dire on intervient dans le domaine du 1% artistique, qui est la valeur du 1% d'un bâtiment public qui est attribué à une œuvre d'art et qui fait l'objet d'un concours. Et voilà, là par exemple, on vient de remporter un concours à Lormont, qui est dans le nord de Bordeaux, et où on a dessiné, on va mettre en œuvre un arbre incandescent. Voilà. Mais effectivement, on est dans des expressions artistiques et vous savez, l'art, en fait, c'est une histoire d'identité. Enfin, je veux dire par là que je pourrais, moi, me définir avec ce que je vous ai montré comme un artiste. Je me définis plus comme un artisan. Voilà. C'est tout. Enfin, je veux dire, l'ego ne se situe pas au même endroit. Voilà. Moi, au théâtre, on est au service d'un propos. Et au théâtre, on fait des œuvres d'art
toutes les minutes. Hein. Enfin, voilà. Mais on ne définit pas ça comme tel. Et c'est récent, en fait, de la part des architectes, cette ouverture, cette alliée. Oui. Oui, oui. Oui, mais en même temps, le métier est récent. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai plusieurs collègues qui sont issus du théâtre aussi ou du spectacle. Pas tant que ça, mais je sais que moi, quand j'ai démarré, il y a une vingtaine d'années en architecture, le matériel ne permettait rien. Le matériel était exclusivement fonctionnel. Moi, moi, je suis extrêmement révolté parce que je trouve que c'est un peu criminel, mais les espaces urbains sont massacrés par la lumière fonctionnelle, par des bêtises qu'on attribue à des choses comme les lampes sodium qui ont soi-disant des vertus, etc., et qui détruisent l'espace urbain nocturne de manière monstrueuse. Enfin, je veux dire par là que, à mon avis, la criminalité n'est pas étrangère à ça. Je suis convaincu que la qualité d'une lumière nocturne rend l'espace vivable. J'ai travaillé à Marseille. À Marseille, quand je suis arrivé, on m'a dit on a à Marseille des contraintes spéciales. Il faut qu'il y ait une reconnaissance faciale à 20 mètres. C'est une norme qui n'existe qu'à Marseille. Hein. Et j'ai réussi à lutter contre ça parce que je préférais me servir de la façade du Fort Saint-Jean pour éclairer la promenade et que quand on se promène sur la promenade, on puisse voir l'horizon et les étoiles. Et les gens ont fini par accepter et il n'y a pas de délinquance au Fort Saint-Jean. Donc voilà, si vous voulez, il faut la normalisation est la pire des choses contre lesquelles on lutte, nous, quotidiennement. Quand j'ai fait le 104, par exemple, à la rue d'Aubervilliers, on avait des espaces qui ne répondaient pas aux normes parce qu'il faut X luxe au sol, tout ça. Bon, ils nous emmerdent avec ça. Donc j'ai réuni un comité, le comité d'ailleurs, des gens qui viennent valider. C'est-à-dire, il y avait là des malvoyants, des gens qui marchaient mal, etc. Voilà. On s'est promenés ensemble et j'ai fait de la pédagogie avec eux de manière à leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on voit une marche qu'on se casse pas la figure dessus, et inversement. Donc, ils ont été séduits par l'espace et ils ont validé toutes les options que j'avais. Mais vous pouvez pas imaginer le nom. Au 104, par exemple, toutes les circulations verticales, je les ai éclairées en rouge parce que ça dynamisait l'espace et en plus, ça avait une vertu signalétique, c'est-à-dire on repérait les circulations. On avait fait percer aux 4 coins des cages d'escalier en béton des trous avec des néons filants aux 4 angles. Et je voulais que ce soit rouge. Voilà. On a équipé une cage d'escalier en rouge. Sont arrivés les gens qui mesurent les normes, tout ça, avec une cellule photoélectrique. La cellule ne mesure pas la longueur d'onde rouge. Donc, on se voyait très bien, on voyait parfaitement. Il me disait, ouais, mais la cellule, elle ne marche pas, je ne peux pas vous l'accepter. Donc, on a tout passé en blanc. Enfin, voilà, c'est terrible, hein, mais on est dans des espaces où la vie s'absente au profit de la norme, et c'est un enfer. Voilà, et je me bats contre l'enfer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires par rapport à ce qui vient dit, présenté? Et pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Parler de nos projets futurs, peut-être. Sur quoi tu travailles? Les projets futurs sur lesquels on est actuellement, on est en train de travailler sur un gros centre commercial. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter une dimension poétique à l'espace commercial. Comment sortir de la norme dans un centre commercial? Alors ça, c'est un enfer. Le centre commercial, je pense que c'est l'essence même de la norme concentrée. Mais on arrive quand même à rendre l'espace un peu moins hostile, disons, et puis moins dédié grossièrement au commerce. Enfin voilà, c'est un espace de déambulation. Enfin, c'est une rue moderne, voilà. Donc on travaille avec Patrick Join là-dessus, Patrick qui s'occupe lui de tout ce qui est scénographie, enfin volume, etc. Et ça c'est passionnant parce que Patrick est quelqu'un de très intéressant et de très sensible. Voilà, on est en train de faire ça. Pardon ? Oh oui, alors Village Nature. Alors Village Nature, c'est un espace qui fait 250 hectares. Hein, c'est pas grand-chose. Je plaisante.
qui est en face de Disney. Et c'est un espace qui est Pierre et Vacances. Enfin, c'est un mariage Pierre et Vacances et Disney. Et Village Nature est une même configuration que les Park Center Park. C'est-à-dire qu'il y a une chose aquatique, des piscines à vagues, des toboggans, tout ça. Oui, c'est ça. Jacques, justement, il fait l'aquatique, qui est la piscine sur lequel on travaille aussi avec lui. Et on s'occupe de tout tout l'espace. Et on a dessiné toutes les sources de lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule source de lumière du commerce qu'on retrouve dans l'espace. Et là, pareil, je me suis bagarré pour qu'on puisse voir les étoiles et qu'on se promène comme quand on se promène dans la campagne la nuit sur une route qu'on aperçoit à la lueur de la Lune. Enfin voilà, moi ça m'intéresse plus que d'envoyer X lux. Donc on a tout redessiné et on a réussi à contourner les normes en disant s'il y en a un qui veut, on lui donne une lanterne et il se promène avec sa lanterne. Et les autres, ils se promènent dans l'espace qu'on aura dessiné et qui est constitué de plusieurs des accidents lumineux, comme ça, des événements lumineux de proche en proche et qui, comme quand on se promène la nuit dans une route de campagne, voilà. Enfin voilà, voilà, on fait des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des surprises? Hein? Les surprises, ouais. Bon, le reste, c'est des surprises. Très bien. Merci beaucoup pour cet appel à la sensibilité à la lumière. Et puis, je vous invite à découvrir aussi les solutions Targetti qui éclairent les différentes sculptures qui ont été faites pour Matter Light et puis vous intéresser à ce rapport qu'on peut avoir à ce matériau, matériau lumière qu'on ne connaît pas finalement. Voilà, on redécouvre tout le temps. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.